Monsieur le Président. Je suis honoré par votre invitation. Effectivement, ça fait longtemps qu'on collabore. On attendait ce moment de se voir physiquement. Et c'est à l'occasion, bien sûr, de ce colloque international où la question, je dirais, de l'Orient, du Moyen-Orient, ne devrait pas être complètement, je dirais, mise, je dirais, dans un second plan avec les événements tragiques, avec la guerre en Ukraine. Je voudrais aussi saluer les excellences qui sont ici et tous les collègues. Pour rebondir en introduction, ce que votre Excellence, dans son intervention, a dit en ce qui concerne la couverture médiatique de la guerre en Russie, il est vrai qu'on est tous dans un état, je dirais, de sidération quotidienne médiatique, où l'ensemble de l'opinion internationale est focalisée en temps réel de ce qui se passe actuellement en Ukraine. Je dis ça parce que les effets de sidération parfois ont des effets, je dirais, secondaires et nous empêchent d'établir un cadre de réflexion beaucoup plus large et global et d'inscrire, je dirais, le conflit russo-ukrainien dans une perspective beaucoup plus large. Je dis ça parce que il faut toujours avoir à l'esprit, en ce qui concerne les puissances étrangères, les hyper-puissances, je dirais, pour citer les Dream, comme les États-Unis, ce sont des puissances qui réfléchissent dans un cadre de grand espace. Elles réfléchissent bien très peu au niveau national, micro-régional, voire local. On sait très bien depuis la doctrine de politique étrangère et militaire de Zbigniew Brzezinski en ce qui concerne l'échiquier eurasien que l'Ukraine n'est pas tout à fait, du moins son côté est, n'est pas tout à fait détaché des Balkans eurasiens dans une perspective américaine eurasienne. Les Balkans eurasiens, comme vous le savez, englobe 9 États qui vont de la Russie méridionale, en passant par le Caucase, le Kazakhstan, l'Est de l'Ukraine, et englobe une partie du Moyen-Orient, l'Iran et l'Afghanistan. C'est pourquoi je dirais que les impacts qu'auront demain, et nous le souhaitons tous, je dirais, un avenir proche lors de l'établissement d'une paix durable en Ukraine, les impacts géoéconomiques et les impacts géopolitiques actuels dans ce conflit russo-ukrainien, avec toute sa déclinaison, je dirais, globale, à savoir l'opposition de l'Occident et de la Russie, auront évidemment une répercussion immédiate et l'ont déjà sur les pays du Moyen-Orient. Alors vous avez cité les effets économiques en ce qui concerne la possibilité de pénurie alimentaire au niveau du blé. La hausse des prix du pétrole, bien sûr, aura des répercussions. Et surtout, je dirais, une répercussion géopolitique immédiate, à savoir comment vont se positionner l'ensemble de ces États au Moyen-Orient par rapport à la Russie et l'Ukraine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle d'une nouvelle donne géopolitique pour le Moyen-Orient en toile de fond d'une crise ukrainienne qui a ses, je dirais, déclinaisons géopolitiques internationales et globales. Depuis le désengagement et le retrait progressif des troupes américaines dans la région, notamment en Afghanistan, on a eu le repositionnement géostratégique russe et l'influence grandissante de la Chine,
dans la région, ainsi qu'un jeu subtil, asymétrique, de nouvelles puissances régionales qui semblerait combler en fait cette vacance du pouvoir états-unien, une espèce de vide de pouvoir, et annoncer une nouvelle forme de redistribution des cartes géopolitiques dans la région. Alors, on a cité bien sûr la présence des États-Unis en tant que puissance tutélaire de cette région. Il ne faut pas oublier que les accords d'Abraham, qui sont les 2 traités de paix qui ont été récemment conclus entre Israël et les Émirats unis, et d'autre part entre le Bahreïn et Israël, auront eux aussi, je dirais, un impact majeur dans leur application. Ces accords, pour ma part, me semblent bouleverser plus ou moins le cadre de réflexion aux États-Unis, qui jusqu'alors se cantonnait à une politique de grand espace. On a vu que la parenthèse de la, je dirais, de la nation building, de la recomposition d'un grand Moyen-Orient à l'époque de Bush qui s'est avéré être un fiasco sur le terrain. Les États-Unis actuellement, avec ces accords d'Abraham, à mon sens, entendent sous-traiter la question, je dirais, moyen-orientale aux acteurs eux-mêmes, aux acteurs régionaux, aux puissances régionales. Bien sûr, on voit qu'il y a une évolution stratégique dans ce contexte géopolitique. Néanmoins, ce type d'accord quand même confirme une césure entre les États sunnites et les États l'Iran chiites. Il confirme la faiblesse des Palestiniens pour obtenir donc leur possibilité donc de concrétiser une solution à 2 États. Et on voit finalement que l'ensemble de ces accords ont été plus ou moins, je dirais, applaudis par l'ensemble de la communauté internationale, mais surtout par des puissances régionales qui ont vu une forme d'opportunité en matière de repositionnement régional dans le Moyen-Orient. Il est difficile, parallèlement donc à la normalisation des relations entre les pays du Golfe et l'Iran, la normalisation entre la Turquie et les Émirats d'Arabes Unis, l'Arabie Saoudite et l'Égypte, de dessiner définitivement des contours d'un nouvel ordre qui serait à la fois pragmatique et ordonnateur pour le Moyen-Orient. Pourtant, il y a actuellement une sorte de, je dirais, d'interregnum au Moyen-Orient qui semble confirmer une nouvelle, je dirais, reconfiguration régionale plus stable. Bien sûr, subsistent des facteurs déstabilisateurs. C'est des menaces qui n'ont pas disparu tout d'un coup. C'est l'insistance nucléaire de l'Iran. On voit qu'il y a des régions comme les États, la Syrie, la Libye, Liban, sont toujours instables. Il y a une escalade militaire, il y a une guerre dont on fait complètement médiatiquement aujourd'hui l'abstraction au Yémen. Donc il s'agit donc de facteurs vraiment qui sont toujours, je dirais, déstabilisateurs. Mais comme je l'ai dit, on voit que de nouvelles dynamiques régionales se forment, avec bien sûr des rivalités entre acteurs régionaux, comme la Turquie et l'Iran, qui voient dans cette situation de recomposition des opportunités géoéconomiques et géopolitiques. En dépit du tropisme, je dirais, géopolitique occidental qui tend à voir le Moyen-Orient comme un ensemble régional homogène, instable, figé dans le temps, qui est voué à un cycle perpétuel de conflits puis d'apaisement, la question qui se pose, en fait, et je pense que c'est l'enjeu du colloque d'aujourd'hui, est de savoir si cette nouvelle dynamique régionale de partenariat croisé, d'alliance, de compromis ad hoc,
avec bien sûr l'influence de nouvelles puissances extérieures telles que la Russie et la Chine, peuvent-ils constituer aujourd'hui des signes précurseurs d'un nouvel ordre moyen-oriental plus équilibré et plus stable? Alors, je dirais que c'est quand même assez complexe. Je dirais même à l'heure actuelle de faire une géopolitique prospective avec toutes les leçons du passé. Ça peut sembler aventureux, mais on peut constater que le repositionnement géopolitique au Moyen-Orient de la Russie en Syrie et au Moyen-Orient peuvent constituer des pistes qui vont dans ce sens. Alors, il ne s'agit pas bien sûr de faire des anticipations rationnelles, des calculs de probabilité qui ne peuvent pas s'appliquer en matière de géopolitique, à moins qu'on pense que tous ces acteurs-là sont rationnels. Or, moi, je pense qu'il y a un degré d'irrationalité dans certaines prises de décision, et on le voit de même avec l'enlisement actuel de la Russie dans le conflit ukrainien. Je pense qu'il faut avoir à l'esprit ce facteur, je dirais, d'irrationalité. Mais si l'on revient donc à l'implication, je dirais, à l'influence qu'a l'affaire ukrainienne, je dirais, à l'échelon global, on voit que malgré un retour de la Russie en tant que repositionnement multipolaire dans cette région du Moyen-Oriental, qu'il y a en même temps, parallèlement avec l'Ukraine, un retour à une guerre de blocs, une guerre vraiment chaude à l'intérieur d'une guerre froide, avec un repositionnement des troupes à l'époque de 1997, avec la fameuse théorie du back to Germany, c'est-à-dire au status quo ante, ce qui me fait en fait réfléchir sur la notion d'incertitude à la fois. Une incertitude non seulement pour l'Europe, mais une incertitude radicale, une incertitude stratégique concernant le Moyen-Orient. L'incertitude radicale, c'est en effet Frank Knight, un penseur qui va développer ce concept. Il oppose l'incertitude radicale au risque. Le risque, vous pouvez toujours le calculer. Or, dans le conflit actuel russo-ukrainien qui a ses déclinaisons au Moyen-Orient, on est passé à un autre stade. On réfléchit à une incertitude radicale, puisque l'incertitude, qui est elle-même une condition préalable à des prises de décision stratégiques, cette incertitude est telle que la guerre prend des effets mondiaux avec des effets irréversibles en matière de dissuasion nucléaire et des possibilités de destruction mutuelle. Donc à l'heure actuelle, où on expose actuellement les possibilités de reconfiguration d'un ordre régional moyen-oriental équilibré, il faut toujours avoir à l'esprit qu'on baigne à plein dans ce cadre de réflexion, d'incertitude radicale et d'incertitude stratégique. La question des paradigmes sont quand même importants, puisque le Moyen-Orient a toujours été voué en fait de terrain d'expérimentation de différents types de paradigmes occidentalo-centrés. Si l'on revient dans l'histoire, on voit qu'aucun de ces paradigmes n'a marché finalement. On n'a jamais disons, installer une paix durable et un ordre solide. Depuis le XIXe siècle, on voit que se sont succédés des paradigmes ethno-confessionnels, des paradigmes un peu plus, je dirais, culturels, géoculturels, politiques, mais qui ont toujours servi à légitimer un discours politique colonial ou néocolonial, voire néo-impérial, dominateur à l'époque de Bush. Alors parmi ceux-ci, vous devez bien sûr les connaître, le clivage traditionnel entre la conception, je dirais, le paradigme moyen-oriental de type anglo-saxon et le paradigme plus européen qui parle de Proche-Orient. On a eu donc ce concept de Moyen-Orient qui était éminemment une construction géopolitique.
tous ces paradigmes réfléchissaient dans un cadre essentiellement constructiviste et artificialiste. C'est-à-dire qu'ils prenaient donc cette vaste région comme un terrain d'expérimentation, comme un laboratoire, pour projeter leurs différents intérêts. Alors le Moyen-Orient, il renvoyait des stratégies de containment, d'endinement entre les États-Unis et la Russie. On pensait en termes de reflux, d'équilibre de pouvoir, de pivot régional. Tout ça, ça a baigné, je dirais, le cadre de réflexion occidentale et américain. Ça fait pratiquement jusqu'à les décennies des Bush. Alors, on a le fameux paradigme du chaos constructeur, qui est finalement, je dirais, un phénomène par excellence euro-occidental et américain. J'en parle parce que si l'on a, disons, à l'esprit et la volonté de réfléchir sur un ordre moyen-oriental futur durable sur des temps longs, il faut avoir à l'esprit que le désordre peut aussi être une forme d'ordre. On ne va pas revenir sur toutes les stratégies d'ingénierie géopolitique en matière et toute la sémantique alambiquée des rogue states, des failed states, etc. Ça, ce sont je dirais, des épiphénomènes sémantiques de toutes ces stratégies de déstabilisation et d'ingénierie. La parenthèse du Grand Moyen-Orient allant du Maroc jusqu'au Pakistan avec Bush et Condoleezza Rice qui est devenu finalement qui s'est scindé en une forme de fiasco. Mais ce type, je dirais, d'approche reste toujours, je dirais, actuel, puisqu'on réfléchit en termes donc de grand espace, une possibilité donc je dirais, de destruction créatrice pour citer Schumpeter. C'est quand même intéressant que Schumpeter, la théorie de Schumpeter en matière capitaliste de la destruction créatrice a servi en matière géopolitique à l'élaboration du chaos constructeur. Ce sont des types d'approches qui considèrent que finalement, du désordre et du chaos viendra l'ordre et le cosmos. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais en fait, quand on voit d'une manière, je dirais, épistémologique et je dirais des conséquences qu'ont eu ce type d'approche en matière de désordre, le résultat reste quand même assez négatif. D'autres paradigmes ont été concoctés, celle de Robert Cooper qui lui parle de modernité tardive. Tous ces États seraient tellement des démocraties tardives dans l'esprit occidental, ils ne seraient pas au fait donc de la démocratie de marché qu'il faudrait finalement les pacifier. Et Cooper divise lui le monde en états pré-modernes, modernes et modernes tardifs. Bref, les modernes devraient en fait... Pré-moderne, moderne et moderne, pré-moderne, moderne et moderne tardif. Un paradigme typiquement occidental, c'est le paradigme du marché intégrateur, c'est la thèse d'Anthony Lake, c'est le promoteur de l'enlargement. On essaye en fait c'est de l'Adam Smith adapté à la géopolitique. On essaye de voir si le marché, le free market fonctionnerait dans des États qui n'ont aucune tradition je dirais, de marché, d'économie de marché. Et on essaye d'avoir une ouverture en fait politique, démocratique, via une économie de marché. C'est un peu à la mode donc de toute cette vague, je dirais, mondialiste de libéralisation politique qui crée un grand marché mondial, on instaure une paix mondiale, au moins déclarativement, et puis après on voit si ça marche ou ça ne marche pas. C'est toujours dans le domaine donc de l'expérimentation. Un autre paradigme qui est plus, je dirais, endogène, c'est l'idée de la sanctuarisation. Donc on essaye d'avoir un sanctuaire au Moyen-Orient transnational qui transcende toutes les chapelles
islamique et englobe tous les musulmans de la région du Moyen-Orient. Alors vous avez évoqué le pan-arabisme, il y a une forme un peu de... il y a le califat aussi, hein, de sa version, je dirais, intégriste, islamiste, qui considère que les musulmans étant victimes de toutes ces politiques impérialistes et coloniales successives, devraient être en fait, à titre de revanche, en fait, sur l'Occident et sur le colonialisme regroupé dans un vaste ensemble. Le paradigme de la balkanisation du Moyen-Orient, c'est un paradigme qui est proche du paradigme donc, des néoconservateurs qui étaient proches de Bush, c'est-à-dire une politique divisée et réunie, et fragmente donc cet espace dans le cadre de multiples entités confessionnelles de façon à manipuler pour monter en fait des animosités entre les uns et les autres pour mieux dominer. Et puis il y a donc un autre paradigme qui a vu le jour, c'est le paradigme multipolaire moyen-oriental avec un point d'interrogation. Et là, en effet, on a on a pu voir les premiers, je dirais, soubresauts de ce paradigme avec les décennies Poutine jusqu'en pratiquement 2000-2010, avec donc la restauration d'un ordre russe économique et politique beaucoup plus positif, avec l'affirmation internationale de la Russie et avec le repositionnement de la Russie et de la Chine dans le Moyen-Orient, avec l'affaire syrienne. On voit que la Russie a tendance à s'imposer en tant que puissance, pas seulement russe, mais puissance multipolaire, donc une puissance qui tendrait à essayer d'équilibrer en fait les différentes parfois rivalités, les intérêts divergents entre les puissances régionales. Mais en dépit, et ce sera ma conclusion, en dépit du retour en force de la Russie au Moyen-Orient et des ambitions chinoises avec la nouvelle route de la soie, cette région restera quand même ancrée dans le cadre d'une confrontation stratégique, voire d'alliance avec Washington. Moscou et Pékin, eux, vont jouer vraisemblablement un rôle central pour la reconfiguration d'un Moyen-Orient au cours des décennies à venir. Ce que l'on peut voir actuellement, c'est ce qui c'est qu'il y a une véritable opportunité pour les dynamiques régionales actuellement, qui restructurerait, selon possibilité bien sûr de restructurer la scène géopolitique et s'affermir au détriment du grand jeu classique entre la Russie et les États-Unis, ce qui apparaît un peu plus, je dirais, décisif qu'auparavant. Le reflux de l'influence américaine aura des conséquences inévitables pour la région. Pour des puissances comme Israël, la Turquie, l'Iran, qui devront composer avec de nouvelles orientations stratégiques américaines, même si le focus est maintenant sur l'Inde-Pacifique et l'Asie du Sud-Est pour les États-Unis. Et on peut donc poser certaines questions sur donc cette nouvelle donne, cette nouvelle forme de reconfiguration, en ayant à l'esprit, bien sûr, qu'il sera vraiment difficile d'instaurer, je dirais, des axes d'influence régionaux qui ne seraient pas, dans une certaine mesure, en harmonie, je dirais, avec un certain nombre de revendications globales qu'ont les États-Unis et la Russie. Mais quoi qu'il en soit, on voit que finalement le conjoncturel actuel, donc avec les accords d'Abraham et les esquisses, je dirais, d'un ordre beaucoup plus multipolaire
au sein du Moyen-Orient, offre la possibilité donc d'un nouveau cadre de réflexion qui va tout droit, disons, vers une forme une démarche beaucoup plus souple, pragmatique et multipolaire. Voilà, je vous remercie.